Cette vidéo vous présente les bases fondamentales de la stratégie de tournoi Sit and Go. Elle s'adresse aux joueurs débutants et aux joueurs confirmés qui veulent s'initier au tournoi court sur Internet. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un Sit and Go? Un Sit and Go démarre lorsque tous les sièges sont occupés. Contrairement au tournoi multitable, l'heure du début de la partie n'est pas définie à l'avance. Ainsi, pour une table dite full ring, soit une table pleine, les premières cartes ne seront distribuées que lorsque 10 joueurs auront effectivement pris place. Il s'agit d'un format rapide, comptez environ 1 heure et demie pour un tournoi standard, entre 30 et 45 minutes pour un tournoi turbo. Sur le site PMU Poker, chaque joueur débute le tournoi avec 2000 jetons. Celui qui aura amassé tous les jetons de la table sera logiquement déclaré vainqueur. Cependant, les joueurs terminant à la seconde et troisième place seront aussi récompensés et se partageront une partie de la cagnotte. Environ un tiers des joueurs engagés finira donc dans les places payées, une proportion bien plus élevée que sur des tournois multitables. Finir dans les 3 premières places doit donc constituer votre but principal lorsque vous vous inscrivez. Cet objectif est tout à fait réalisable si vous jouez un poker sérieux et appliqué, comme nous vous le recommandons. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre sur le lobby principal et cliquer sur l'onglet Sit and Go dans la rubrique Poker. Vous avez ensuite la possibilité d'affiner votre recherche et de choisir précisément le format qui vous intéresse. Après avoir déterminé le type de table, le droit d'entrée, et si vous souhaitez jouer un tournoi turbo ou standard, puis n'avoir demandé que les tables en cours d'enregistrement, vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Attendez ensuite que tous les sièges soient remplis, et c'est parti. Nous avons vu que 3 joueurs sur 10, dans un tournoi Sit and Go à table pleine, atteindront les places payées. Le vainqueur empochera 50% de la cagnotte totale, moins le prélèvement destiné à la salle de jeu. Ce prélèvement correspond à environ 11% de la somme constituant cette même cagnotte totale. Ainsi, pour un Sit and Go à 1 euro de droit d'entrée, on parle également de buy-in, et à 10 joueurs, 9 euros seront redistribués aux 3 joueurs payés. En terminant 3e, vous allez pratiquement doubler votre droit d'entrée, presque le tripler en terminant second, et enfin réaliser un bénéfice d'environ 350% en cas de victoire. Pour devenir un joueur gagnant, votre priorité absolue est d'être dans les 3 premiers. La répartition des gains vous est proposée dans la petite fenêtre qui s'affiche lors de votre inscription, juste avant votre installation à la table. Dans la courte illustration vidéo qui va suivre, nous verrons un exemple précis de ce que nous venons d'évoquer concernant la répartition des gains. Vous verrez qu'1 euro est prélevé sur votre compte, mais que la cagnotte totale s'élève à 9 euros. La différence correspond donc au prélèvement réalisé par la salle de jeu. Pour un tournoi à 1 euro, avec la répartition 50%, 30%, 20%, le vainqueur gagne 4,50 €, le second 2,70 € et le troisième 1,80 €, soit un peu moins que le double de son droit d'entrée. Que vous finissiez 10e, 9e, 8e, 7e, 6e, 5e ou 4e, peu importe, vous avez perdu. Votre stratégie sera alors claire, tenter de survivre et finir dans les 3 premiers. Le lobby du tournoi vous indique que les blindes augmenteront toutes les 10 minutes. Vous allez devoir payer les blindes 1 fois par niveau. En restant totalement inactif, votre tapis va donc naturellement s'amoindrir. Contrairement à un tournoi multitable, les joueurs éliminés ne sont pas remplacés à la table. La diminution du nombre d'adversaires, combinée à l'augmentation des blindes, va vous obliger à élargir votre éventail de mains de départ et vous inciter à vous montrer plus actif. Il est convenu de découper un tournoi Sit and Go en 4 phases. Le début du tournoi, le milieu du tournoi, la bulle, puis les places payées, avec notamment le face-à-face final. Nous avons vu que l'augmentation des blindes et les éliminations qui se succèdent insufflent une dynamique à la table qu'il vous faut maîtriser pour être gagnant. Ainsi, votre approche du jeu sera très différente selon le moment de la partie et selon votre situation personnelle, en comparaison à celle de vos adversaires. Prenons l'exemple d'une main plutôt bonne, telle qu'As-Dame dépareillé, reçue sur les premiers niveaux du tournoi, et qui plus est, au bouton, c'est-à-dire en position sur vos autres adversaires, puisque vous serez en dernier de parole. 2 joueurs payent la grosse blinde, mais le joueur juste à votre droite fait une relance très forte à 8 grosses blindes. Cette relance pourrait mettre en péril votre tournoi si vous décidez de payer ou de surrelancer. Vous n'avez ici aucune raison de payer et jouer toute votre partie sur cette seule décision. Il vous reste encore beaucoup de jetons pour jouer sereinement et attendre de meilleures opportunités.
À l'inverse, sur les derniers niveaux du tournoi, lorsque la grosse blinde représente une part non négligeable de votre tapis, cette même main, As-Dame dépareillé, est parfaite pour partir à tapis, dans l'espoir soit de remporter les blindes déjà au milieu, soit d'être payé par une main plus faible, ce qui sera ici le cas avec 10 rois de pique, et ainsi doubler son tapis avant de jouer les derniers niveaux. Le raisonnement est le même pour des paires moyennes, telles qu'une paire de 10 ou une paire de valets, que nous vous recommandons de jouer de manière plutôt prudente sur les premiers niveaux pour ne pas risquer votre survie dans le tournoi avec des mains qui, finalement, seront souvent dominées. A l'inverse, évidemment, en fin de tournoi, ces mains seront idéales pour agresser vos adversaires en les surrelançant à tapis ou pour payer une relance à tapis. Dans cet exemple précis, nous avons donc une paire de 10 en parole que nous décidons de relancer à la fois pour représenter de la force pré-flop et pour limiter notre nombre d'adversaires. Le flop offre 3 cartes inférieures à notre paire, donc nous continuons notre agression en misant. En trouvant le brelan à la 4e carte, c'est-à-dire à la turn, nous devons évidemment miser à nouveau pour valoriser au maximum notre main et être payé par une main inférieure, et augmenter déjà significativement la taille de notre tapis. Chaque joueur débute avec un tapis de départ de 2000 sur des blindes 20-40. Le niveau 2 correspond à des blindes 30-60, puis 50-100 sur le niveau 3. Sur les premiers niveaux, comme l'espérance de gain est trop limitée et les blindes trop faibles pour prendre des risques, il est préférable de se montrer très prudent. De plus, face à 9 adversaires, la force de votre main est dépréciée et la probabilité d'être dominé par l'un des joueurs restants à parler est accrue. Du niveau 1 à 3 inclus, il est primordial d'être extrêmement sélectif dans vos mains de départ, dans les positions dans lesquelles vous jouez, et tenter de ne pas vous engager dans des coups trop hasardeux. Consultez l'article de l'école de poker PMU.fr consacré aux mains de départ pour connaître le top 4% que nous vous conseillons de jouer lorsque vous vous trouvez en tout début de parole. Nous vous conseillons de ne pas relancer à plus de 3 grosses blindes. N'hésitez pas ensuite à vous coucher si le flop ne vous convient pas. Nous voici de grosses blindes sur le premier niveau avec A4 en main. Nous subissons une première relance d'un joueur situé en début de parole à hauteur de 4 grosses blindes. Vous n'avez ici aucun intérêt à suivre avec cette main, puisque vous jouerez le coup post-flop, hors de position, avec une main très souvent dominée. Observons maintenant un coup très révélateur du type d'erreur assez grave à ne surtout pas commettre en début de tournoi. C'est un coup que nous allons observer, puisqu'évidemment nous couchons Q9 dépareillé en début de parole et nous observons ce qui se passe par la suite. Un premier payeur qui est relancé à 6 grosses blindes, payé, puis sur-relancé à tapis. Il va alors être intéressant de voir avec quelle main le joueur situé à bouton a engagé tous ses jetons et surtout avec quelle main ses 2 adversaires vont le payer. On voit que ces mains sont très marginales, sauf évidemment pour le joueur qui a sur-relancé à tapis. Son action est tout à fait justifiée avec AA en main. Il est en effet normal de partir à tapis avec des mains premium comme AA ou KK en début de tournoi. Par contre, le fait de payer avec un roi fait ou une petite paire constitue une erreur évidente. Gardez bien à l'esprit qu'en début de partie, les jetons perdus ont plus de valeur que les jetons gagnés. Il est alors primordial de prendre soin de votre tapis de départ. Si vous vous situez au bouton ou proche du bouton, il vous est possible d'élargir cette sélection de mains puisqu'il reste peu de joueurs à parler après vous, ce qui réduit la probabilité d'être dominé. Privilégiez une stratégie conservatrice et jouez très serré. Cependant, lorsque vous entrez dans un coup où personne n'est entré, il est impératif que vous relanciez, et ce pour 2 raisons majeures. Vous allez réduire le nombre d'adversaires, et vous représentez tout de suite de la force qui vous permettra de gagner plus facilement le coup après le flop. Voici une illustration de ce que nous évoquions par rapport à la nécessité de relancer pré-flop lorsque notre main est correcte, notamment lorsqu'on se situe en début de parole. Nous sommes ici de big blind, sur des blindes 30-60, avec une main très marginale, pour ne pas dire faible. Puisque personne n'a relancé, nous avons la possibilité de checker pour voir un flop à moindre coût. Avec la 3e paire du tableau, nous n'avons aucune raison de miser, car il est fort probable que nous soyons derrière, surtout face à des joueurs qui sont entrés dans le coup en début de parole. Nous profitons des cartes gratuites offertes par nos adversaires pour remporter le coup avec une double paire.
Nous avons pu remporter un pot intéressant sans avoir pris de risques. Le premier joueur à entrer dans le coup a commis l'erreur de ne pas relancer préflop. Il s'est mis lui-même en difficulté et a fini par se faire battre par une main à l'origine bien plus faible que la sienne. Dans les niveaux 4 à 7 inclus, si vous n'êtes pas parvenu à doubler ou à accroître significativement votre tapis, vous allez être dans l'obligation de changer de rythme pour garder toutes vos chances d'être payé. En effet, contrairement au niveau 1 à 3, vous ne pouvez plus vous permettre d'être dans une situation attentiste et observatrice, car l'érosion de votre tapis par les blindes deviendra trop importante. Imaginons que vous n'ayez joué presque aucun coup jusqu'au niveau 5. Votre tapis sera d'environ 1800 pour des blindes à 200-400. Avec une relance minimale à 800, on n'a plus assez de jetons pour miser au flop, à la turn et à la river. Avec un tapis trop faible, nous ne représentons pas une menace pour les joueurs qui voudraient nous attaquer, ce qu'ils voudront faire pour maintenir leur tapis à un niveau correct. Nous deviendrons une proie facile pour tous nos adversaires et notamment les gros tapis. Pour éviter de vous retrouver dans une situation délicate lorsque le nombre d'adversaires baisse et que les blindes augmentent, n'hésitez pas à vous montrer beaucoup plus agressif pré-flop, comme ici avec Agi. L'objectif est de garder un tapis menaçant, une force de dissuasion à même de pouvoir continuer à attaquer et dans le même temps éviter de se faire attaquer. On a vu sur une illustration vidéo précédente le danger d'entrer dans un coup sans relancer, c'est-à-dire en limpant, en payant simplement la grosse blinde. Cela est d'autant plus vrai plus les niveaux avancent. Ici, en milieu de partie, au niveau 4, avec un joueur en début de parole qui limpe et qui nous laisse la possibilité en grosse blinde de voir un flop gratuit avec une main plutôt marginale, nous avons alors la possibilité de prendre l'initiative pour rentabiliser notre double paire floppée qui est vraisemblablement devant. Nous continuons à miser. Notre adversaire va finir par se retrouver à tapis, loin derrière notre main, et se faire éjecter du tournoi prématurément. La main de notre adversaire est jouable à ce niveau de la partie, à condition de relancer pour limiter le nombre de joueurs. Moins il y a d'adversaires, moins il y a de probabilité d'être payé ou relancé par une main supérieure. N'hésitez pas à élargir votre éventail de mains plus les niveaux avancent, mais pensez surtout à relancer. Ne jouez pas de manière passive pré-flop, c'est beaucoup trop dangereux comme on vient de le voir. Cette nécessité de se montrer plus actif et entreprenant plus les niveaux avancent peut aussi se mettre en œuvre post-flop, en exploitant des erreurs de notre adversaire ou quand celui-ci fait preuve de faiblesse, par exemple lorsqu'il ne semble pas satisfait du flop. Nous sommes ici en bataille de blindes. On s'aperçoit que le pot s'élève déjà à 600, soit 1/5 de notre tapis, ce qui n'est pas négligeable. On peut alors tenter de voler le pot, chose que l'on n'aurait pas forcément faite sur les premiers niveaux, puisque cela aurait été moins rentable. On accroît donc notre tapis de manière significative en ayant exploité les faiblesses adverses. La bulle d'un tournoi ou d'un sit and go correspond à la période critique qui précède juste les places payées. Dans la situation d'un sit and go à 10 joueurs, seuls les 3 premiers seront récompensés. On se retrouve alors à la bulle lorsqu'il ne reste que 4 joueurs. Ce qui caractérise la bulle est que le joueur éliminé sera perdant. Les joueurs toujours en course auront donc peur de sauter. Cette période charnière peut durer longtemps car la plupart des joueurs vont avoir tendance à resserrer considérablement leur jeu et ne prendre aucun risque. Vous devez vous montrer très prudent, car il serait dommage d'échouer si près du but. Souvenez-vous que votre but ultime est de finir dans les places payées, en anglais être ITM. Plus qu'un joueur à éliminer, et ce sera chose faite. À ce moment de la partie, si votre tapis vous le permet, vous devez choir scrupuleusement vos mains pour payer un tapis adverse ou pour vous-même partir à tapis. Votre main doit avoir des chances de l'emporter à l'abattage, autrement dit, avoir de l'équité.
Vous vous apercevrez que la plupart des coups, à la bulle, se jouent pré-flop, car la majorité des joueurs n'a pas une profondeur de tapis suffisante pour jouer un poker classique, c'est-à-dire faire des relances standards pour ensuite développer leur jeu post-flop. On dit alors que l'on joue en mode push or fold. Seules deux options s'offrent à nous pré-flop: engager la totalité de notre tapis ou se coucher. Faire une relance classique à 2 ou 3 big blinds pour ensuite se coucher face à une surrelance adverse constitue une erreur qui va coûter beaucoup de jetons. Le mode push or fold s'enclenche lorsque l'on possède moins de 15 big blinds. Lorsque la période dramatique de la bulle prend fin, on dit que la bulle éclate et le joueur qui sera éliminé, ici à la 4e place, sera appelé le Bubble Boy. Dans le cas qui nous intéresse ici, avec 8 et 10, même appareillés, on n'a aucune raison de payer le tapis de Zarni, puisque Joss 0608, qui a un tapis convenable, a déjà posé la grosse blinde. Il était fort probable qu'il allait payer le tapis adverse avec une main correcte. Celle-ci est d'ailleurs supérieure et va lui permettre de remporter le coup et faire éclater la bulle. Votre but initial est atteint. Vous avez atteint les places payées, vous êtes donc gagnant. Mais le plus grand gain est évidemment la première place. Montrez-vous plus ambitieux et allez chercher la victoire finale. Une fois assuré d'être dans les places payées, vous pouvez vous intéresser à l'échelle des gains que nous avons évoqués plus haut. Il est toujours nécessaire à ce niveau du tournoi d'adapter sa stratégie pour maximiser ses profits. Comme lors de la bulle, il vous faut alterner les phases d'agression et de protection en mode push-or-fold. Si vous êtes second ou troisième en jetons, n'hésitez pas à relancer systématiquement l'autre tapis moyen ou le petit tapis. Face au chip leader, le plus gros tapis, vous avez besoin d'avoir une main légitime car votre capacité à le faire coucher est plus faible, sinon nulle. Contrairement à la bulle, il est recommandé de prendre plus de risques et d'ouvrir son jeu. Vous avez moins à perdre et plus à gagner. Y compris face à un plus gros tapis. Votre perspective est simple: doubler ou vous faire éliminer. Avec une main légitime, ne refusez aucune confrontation directe. Vous pouvez maintenant prendre tous les risques pour atteindre la victoire finale. Ici, avec AQ de trèfle, il est absolument inenvisageable de simplement payer, et encore moins de se coucher. Relancez à tapis toutes vos légitimes dans le but d'éliminer un adversaire et vous mettre dans de bonnes dispositions pour le face-à-face final. Voici une main idéale pour payer une relance à tapis adverse, a fortiori si vous couvrez ce joueur, comme c'est le cas ici. Vous pouvez ainsi remporter le pot et jouer le heads-up final, le duel final, de manière plus sereine, avec un tapis à peu près équivalent à celui de votre adversaire. Lors de ce heads-up, ouvrez encore davantage votre éventail de mains de départ, car face à un seul adversaire, la valeur des mains augmente considérablement. Par exemple, un as ou roi, même mal accompagné, comme c'est le cas ici, devra être joué de manière très agressive, de même pour toute paire servie. Ne vous posez alors aucune question et envoyez votre tapis. Voilà, vous avez remporté le Sit and Go et avez réalisé un bénéfice net de 350%. Bravo à vous et n'hésitez pas à tenter à nouveau votre chance.